anime une émission hebdomadaire sur France Culture qui s'appelle Matière à penser, qui s'intéresse aux machines et aux hommes. Il est l'auteur de nombreux livres. Vous les trouverez en sortant sur le stand de la librairie Payot. Il s'est beaucoup intéressé à la relation avec les autres technologiques. Son dernier livre s'appelle Le jour où mon robot m'aimera. C'est un livre qui est paru en 2015. Serge Tisserand vous dit qu'en réalité, ce ne sont peut-être pas les robots qui nous font peur, mais c'est notre désir pour eux qui pourrait peut-être nous perdre. En tout cas, on se réjouit beaucoup de vous entendre sur cette mutation numérique et tous les enjeux qui l'accompagnent dans le monde du travail, mais aussi en matière d'éthique. Merci d'avoir fait le voyage de Paris pour venir nous parler cet après-midi. Merci beaucoup, merci de cette invitation. Alors, je dois d'abord vous dire que j'ai été assez impressionné par ce que j'ai entendu, parce que je fais assez régulièrement des colloques autour du numérique, de la robotique, et il est beaucoup question de transhumanisme. J'ai découvert qu'ici, il était beaucoup question de bon sens paysan. Donc, ça me choque beaucoup. Et si j'ai bien compris, bon sens paysan, jamais ne ment en Suisse, n'est-ce pas? Donc, voilà, je vais partir de cette rencontre avec un nouveau paradigme sur le développement du numérique en Suisse. Alors, mon livre, Le jour où mon robot m'aimera, nécessite une précision. Mon robot ne m'aimera pas de sitôt, hein, voilà, peut-être un jour il y aura des machines fabriquées avec des briques biologiques, comme le corps humain, mais ce n'est pas demain la veille, on a encore le temps de construire, d'y rêver, mais peut-être construire des barrières éthiques pour éviter que ça se passe. Mais en revanche, le moment où je serais tenté de croire que mon robot puisse m'aimer n'est pas si lointain que cela, puisque beaucoup de chercheurs travaillent à développer ce qu'on appelle l'empathie artificielle, c'est-à-dire des conditions de fonctionnement des machines qui favorisent notre attachement à elles et notre confiance en elles. Et donc ce titre de livre, Le jour où mon robot m'aimera, est en fait un clin d'œil au livre que vous connaissez tous, hein, voilà, Le meilleur des mondes. Le titre du livre, Le meilleur des mondes, ne veut pas dire que le roman décrit le meilleur des mondes, ça veut dire que le roman décrit un monde dans lequel, le jour où vous pensez que c'est le meilleur des mondes, vous êtes vraiment le dernier des imbéciles et vous êtes complètement perdu dans votre capacité de sauvegarder votre liberté. Ben voilà, le jour où mon robot m'aimera, ça veut dire que le jour où vous penserez que votre machine peut se préoccuper de vous, eh bien vous serez bien mal parti et vous allez voir que dans les laboratoires, des gens, ils travaillent d'arrache-pied. Alors, comment pouvez-vous dire après tout ce que j'ai entendu? Ben, peut-être parler du partenaire normal, hein, des technologies numériques, de la robotique, c'est-à-dire de l'homme. Parler de l'homme parce que dans la relation que nous établissons avec les machines, dans la relation que les machines établissent avec nous, eh bien, le maillon faible, c'est pas la machine, c'est l'homme. Vous savez, pour nous rassurer, souvent on dit les machines bug. Non, c'est les programmeurs qui ont bugué en programmant la machine. C'est les programmeurs qui, à un moment, ne prévoient pas un cas de figure et c'est une machine bug, c'est pas une machine bug, c'est parce que l'humain a mal programmé la machine. Et on va voir que si des humains peuvent mal utiliser les machines, c'est souvent à cause des projections qu'ils peuvent faire sur elles. Donc on va voir que c'est important de se garder de trop de projections sur les machines. Alors comprendre d'abord comment le numérique nous transforme, et puis comme on m'a proposé de faire une intervention un peu conclusive, faire un peu de prospective autour de la robotique. Alors, comprendre comment les technologies nous transforment, c'est important pour comprendre aujourd'hui comment nous fonctionnons, hein, comment adapter l'entreprise, comment adapter la vie de l'entreprise au bouleversement humain induit par les technologies. Laurent Haug a bien dit en inaugurant cette journée que l'innovation n'était pas que de la technologie, mais la technologie modifie l'humain de telle façon que l'innovation s'organise aujourd'hui différemment de ce qu'elle s'organisait hier. Donc avoir conscience des bouleversements que les machines provoquent chez nous pour comprendre comment l'innovation s'organise aujourd'hui, avec ou sans machine, différemment d'hier. Et puis la robotisation, parler de la robotique, hein, parce qu'on a évoqué des problèmes spécifiques, des problèmes non spécifiques liés à la robotique. On a parlé du risque sur les emplois. Toutes les révolutions industrielles se sont accompagnées de risques sur les emplois. On a parlé de risques sur les libertés. Nos smartphones, nos ordinateurs, les caméras de vidéosurveillance partout installées font déjà peser de graves dangers sur les libertés. Donc on ne peut pas dire que ce soit spécifique à la robotique. Mais on verra pourtant que la robotique introduit quelque chose de totalement nouveau, qui est la présence physique d'une machine, et on verra que ça change absolument tout dans la relation qu'on a avec elle.
Alors d'abord, quelques mots sur la manière dont les technologies numériques nous transforment. Les technologies numériques ont d'abord largement transformé nos relations au savoir. Vous savez que aujourd'hui, dès qu'on se pose une question, que ce soit en famille, en entreprise, personne n'a la réponse, ou bien une ou deux réponses sont proposées, on va voir sur Wikipédia. On trouve toujours une réponse sur Wikipédia. On en trouve même des fois plusieurs, ce qui fait que de fil en aiguille, on peut oublier la question de départ et on va répondre, par exemple, à un enfant en cherchant la différence entre le marron et la châtaigne. Et de fil en aiguille, on se retrouve à suivre les minutes d'un procès dans lequel une célébrité a fichu un coup de poing dans l'œil d'une star et du coup, elle se retrouve avec non seulement un œil au beurre noir, mais on pourrait dire qu'elle a reçu une châtaigne. Et donc, de métaphore en métaphore, on peut s'éloigner beaucoup de ce qu'on recherche. Donc, on voit déjà l'avantage d'une relation au savoir beaucoup plus horizontale, mais aussi le risque d'une diffusion des savoirs, enfin de perdre son chemin. Les Anglais appellent ça le symptôme. Mais qu'est-ce que je suis donc venu faire ici? Vous commencez à chercher une réponse à quelque chose, puis en aiguille, vous oubliez ce que vous êtes allé chercher. Alors, le fait qu'on fonctionne de manière beaucoup plus horizontale a aussi une conséquence, c'est qu'il faudrait penser à appliquer la même méthode dans les rencontres, en présence physique. Après tout, quand on a une question, on la pose sur Wikipédia. Donc, aujourd'hui, pendant mon intervention, si vous avez une question, n'allez pas la chercher sur Wikipédia en tapant Serge Tisseron, posez-la-moi directement. Donc, on n'est pas très nombreux, je n'ai pas une trop mauvaise vue, donc vous levez le doigt et je vous repérerai. Ça pour dire qu'il n'est jamais bon d'attendre trop quand on a des questions, on risque de les oublier. Et puis encore une fois, que si on n'applique pas dans la vraie vie, voilà, in real life, en IRL comme on dit, si on n'applique pas dans la vraie vie ces découvertes, ces bouleversements fondamentaux que nous découvrons dans le numérique, nous raterons la transition numérique. Il faut prendre acte du fait que le numérique modifie nos relations et que ces modifications doivent aussi s'appliquer à notre vie quotidienne en relation de proximité physique. Alors le deuxième grand domaine qui est bouleversé, c'est la relation aux apprentissages. Il suffit d'ouvrir un livre, n'importe quel manuel pour enfants ou pour adultes, on trouve des images. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas si longtemps, les images étaient bannies de la sphère de la connaissance, à part quelques graphiques éventuellement. Elles étaient considérées comme les ennemis de la pensée. Je me souviens avoir eu des débats avec des journalistes du journal Le Monde dans les années 1990, même encore fin des années 1990. Tous juraient leurs grands dieux que jamais il n'y aurait de photographie dans le journal Le Monde parce que, disaient-ils, les images empêchent la pensée. Vous savez aujourd'hui qu'elles sont absolument partout et de ce point de vue-là, on a été très très vite aussi. Vous voyez, c'est pas une technologie nouvelle, les images, mais il y a eu un grand changement dans le fait qu'aujourd'hui, on admet que nous pensons en images autant que nous pensons avec des mots. Et donc ça aussi, c'est important d'identifier les capacités différentes des employés. Il y a des gens qui ont une bonne intelligence imagée, ils font d'autres travaux que ceux qui ont une bonne intelligence verbale. Ces intelligences sont complémentaires. Moi, j'ai toujours l'avenir appartient à ceux qui sauront utiliser à la fois l'intelligence verbale et l'intelligence visuelle et passer de l'une à l'autre. Pourquoi ces deux seulement, vous me direz, puisqu'on a au moins 8 formes d'intelligence. Ce qui renvoie d'ailleurs à la question de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle raisonne, voilà, et puis elle peut parler. Mais elle n'a pas encore les 8 formes de l'intelligence humaine. Qu'elle les ait un jour. En tout cas, comme les humains l'ont, profitons-en. Et les deux intelligences que nous avons le plus, c'est la verbale et c'est la visuelle, pour des raisons liées à l'histoire de l'espèce. Voilà, on a dû notre survie au fait de repérer les prédateurs et les proies avec notre regard et de pouvoir organiser des collectivités grâce à des échanges de cris puis de phrases articulées. Et puis il y a un autre domaine dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui inquiète beaucoup les pédagogues, c'est la perte, le développement de formes nouvelles d'attention qu'on appelle hyper-attention. Et pour reprendre la métaphore du paysan, voilà, le bon sens paysan, le paysan était quelqu'un qui était toujours en deep attention. Quand il poussait sa charrue, c'était sur du long terme. Il y a encore d'ailleurs quelques métaphores qui en témoignent, à tout bout de champ, par exemple. Voilà, il allait d'un côté à l'autre du champ, voilà, et il poussait sa charrue, il était en attention profonde, et aujourd'hui, il y a des nouvelles formes d'attention, comme vous savez, qui se développent du fait des technologies numériques, et là aussi, c'est important d'apprendre à passer de l'une à l'autre. Alors, troisième point, la relation à soi-même aussi est transformée. Les enfants grandissent dans un monde où très vite, ils s'identifient à des figures de jeux vidéo, à des personnages d'intelligence
des personnages, se créent des identités sur Facebook, et donc on rentre dans une culture très théâtralisée, une culture théâtrale, et je pense que dans les entreprises, c'est important aussi de prendre en compte cette manière nouvelle d'interagir avec le mime, avec le corps, avec la culture théâtrale. Et puis dernier point, évidemment, aujourd'hui, les centres d'intérêt s'organisent beaucoup plus autour les relations s'organisent beaucoup plus autour de centres d'intérêt partagés, ce qui pose la question de créer dans les entreprises des forums, des débats, pour que des gens ayant des centres d'intérêt partagés puissent se rencontrer. Des fois, on est proche de collègues du bureau, on ne sait pas ce qui les intéresse, avec un aspect positif qui est de familiariser les gens avec les différentes catégories professionnelles dans l'entreprise. Ce qui peut présenter un inconvénient, c'est de les attacher à l'entreprise d'une manière peut-être excessive et problématique pour eux s'ils sont victimes d'un licenciement ou s'ils doivent partir. Voilà. Donc l'importance aussi de préserver les projets sur le long terme, les rencontres en présence physique. Vous savez peut-être que Steve Jobs, quand il avait imaginé sa dernière architecture de sa dernière entreprise, avait prévu que les toilettes se trouvent très loin des bureaux. Alors pourquoi? Parce qu'il avait dit que seuls se rencontraient habituellement les personnes qui avaient les mêmes fonctions et qu'il était très important que des gens appartenant à des catégories de personnel différentes et des fonctions différentes puissent se rencontrer quand même. Et il avait eu l'idée que, ma foi, ces gens allaient se rencontrer dans des couloirs très longs et que forcément, des gens venant de parties différentes de l'entreprise allaient se croiser, peut-être se parler. Les choses ne se sont pas faites parce que les employés EES de l'entreprise ont dit que lorsqu'elles allaient être enceintes, elles n'allaient jamais pouvoir faire tout ce chemin. Et donc, du coup, les toilettes ont été rapprochées des bureaux. Mais il y a l'idée qu'il est important de favoriser les rencontres, vous voyez, en proximité physique, parce que c'est des rencontres de gens qui ne sont pas forcément appelés à se rencontrer naturellement dans l'entreprise. Alors comment est-ce que l'entreprise va pouvoir organiser maintenant la transition vers la robotique? Parce que, vous voyez, bouleversement dans la relation au savoir, aux apprentissages, à la construction d'identité, bouleversement dans la création des liens, c'est déjà beaucoup. Comment est-ce que l'entreprise va pouvoir se faire à la révolution robotique? Alors pourquoi d'abord faut-il se faire à la révolution robotique? Parce qu'elle va arriver, elle arrive, elle est déjà là. Et elle va modifier encore beaucoup plus de choses que la révolution numérique. Elle va modifier la relation de chacun à la construction de son identité, bien sûr, mais aussi l'idée que chacun se fait de la liberté, de l'indépendance, de la conscience. Donc, on va avoir beaucoup de bouleversements qui vont être liés à cette révolution robotique. Comment s'y préparer? Déjà en assimilant le mieux possible la révolution numérique. Moi, je dis toujours, voilà, c'est compliqué d'assimiler la révolution numérique, c'est difficile, il faut ramer, voilà, mais on pourrait dire mauvaise nouvelle, on n'en est qu'au début. Bonne nouvelle, plus vous vous adaptez à la révolution numérique en prenant en compte les conséquences psychologiques et relationnelles de la révolution numérique, mieux vous vous préparez à adopter la révolution robotique. Donc c'est pas du temps perdu, au contraire, c'est du temps gagné. Alors comment? Évidemment en encourageant le collaboratif, en travaillant sur la protection de la vie privée, puisqu'elle est déjà menacée par les technologies numériques, en apprenant à développer le débat, la controverse, la critique positive. On essaye de travailler beaucoup là-dessus dans le système scolaire, encourager la critique positive, non pas la critique, mais la critique positive, la pensée complexe. Ça a été dit d'ailleurs aussi par Laurent Hogg, le ou bien est fini, c'est le monde du à la fois, ou du en même temps, comme pour reprendre une formule chère à notre président de la République français, en même temps. Alors, qu'est-ce que les robots vont changer? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un robot? Il se trouve que, comme le robot n'a pas été défini clairement, du coup, ça me laisse un espace pour vous le définir. Alors, il y a une définition historique de Norbert Wiener en 1950. Le robot, c'est une machine, en fait, qui s'organise autour de 3 systèmes en interaction. Le premier système, ce sont des capteurs qui sont l'équivalent de nos organes des sens. Nous avons des yeux, des oreilles. Le robot, de la même manière, il a des capteurs qui captent des informations
des longueurs d'onde qui correspondent à celles qui sont perçues par l'oreille humaine, mais qui peut en percevoir beaucoup d'autres. Il a des caméras, mais il peut aussi avoir des capteurs que l'être humain n'a pas. Il peut percevoir l'humidité ambiante, il peut percevoir la radioactivité. Voilà. Donc il peut avoir les mêmes capteurs, mais aussi des capteurs plus riches. Il a un logiciel qui va gérer ces informations en fonction d'un plan préétabli, en fonction d'un programme, ce que les Japonais appellent the government du robot. Et puis il va avoir des effecteurs, c'est-à-dire l'équivalent de nos organes moteurs. Hein. Il va pouvoir manipuler des objets, se déplacer dans l'espace. Et là, les choses déjà se compliquent parce que selon les auteurs, il y a plusieurs définitions possibles. Alors on peut considérer que ne correspond à la définition du robot que la machine qui va pouvoir agir dans l'espace physique, déplacer des caisses par exemple. D'autres disent il faut ici y ajouter la capacité du robot d'intervenir dans les mondes numériques, et c'est par exemple les robots traders. Certains appellent les robots traders, c'est des robots. Pour d'autres, non, les robots traders, c'est pas des robots, c'est des formes d'intelligence artificielle, mais il n'y a pas de présence physique. Et puis il y en a encore des gens qui introduisent aussi la modification de l'espace émotionnel, hein, c'est-à-dire qu'une machine que vous, par exemple le robot Paro, hein, qui est une espèce de grosse peluche qu'on met sur les genoux de personnes âgées atteintes de troubles démentiels, ça les rassure beaucoup, elles la caressent. Le robot ronronne, hein, comme un gros chat. Alors c'est une peluche qui ressemble à un phoque. Pourquoi? Pour éviter toute comparaison avec un animal connu, hein, du genre chat ou chien, éviter que la personne âgée dise j'aime mieux un vrai chien ou j'aime mieux un vrai chat. Elle ne va pas dire j'aime mieux un vrai bébé phoque parce qu'elle n'en a jamais eu. Donc de ce point de vue-là, c'est gagné. Donc c'est une machine, le robot Paro, qui est beaucoup utilisé sans que certains acceptent de l'appeler robot. Alors certains disent c'est un robot. Il modifie l'état affectif de la personne sur les genoux de laquelle on la met. Et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est pas du tout un robot parce que c'est un automate, mais un automate complexe, mais il n'interagit pas sur le monde physique. Oui, déjà, c'est compliqué les robots, mais c'est encore plus compliqué que ça, parce que ça, c'était la définition de Norbert Wiener dans les années 1950. Maintenant, ça se complique beaucoup. Alors, ça se complique pourquoi? D'abord à cause d'Internet. Hein, c'est-à-dire qu'un robot aujourd'hui, il est impensable sans les datas. Il a son logiciel, comme à l'époque où Norbert Wiener l'a pensé, mais il est dépendant des datas. Il est dépendant des données. Vous savez qu'un logiciel qui n'a pas beaucoup de données, même s'il est performant, il est idiot. Voilà. Et donc, il faut que le logiciel ait beaucoup de données, hein, d'où le fameux GAFA, qui essaye de récolter le plus de données possible. Et puis le robot, c'est quoi? Le robot, ça va être la machine qui va être gérée par une intelligence artificielle en fonction des données qu'il reçoit. Et donc là, évidemment, ça change tout, parce que ce robot auquel vous avez affaire, vous le voyez avec une présence physique, vous le voyez se déplacer, vous le voyez vous parler, éventuellement, accomplir une tâche. Et en fait, cette machine est corrélée à un serveur central et pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème, ce serveur central est évidemment contrôlé par le fabricant. Donc le robot a la capacité de transmettre tout ce qu'il prélève à un serveur central, et ce serveur central va ensuite évidemment commander le robot pour les situations complexes que le robot ne peut pas gérer tout seul du fait de son informatique embarquée. Comprenez bien qu'un robot non relié à un serveur central, un robot que vous déconnectez de son serveur central, vous ne pourrez pas plus l'utiliser qu'un téléphone mobile mis en mode avion. Ça veut dire que les gens ne déconnecteront pas leur robot de leur serveur central, et le robot en permanence enverra les données personnelles au serveur central. Ce qui amène certains roboticiens à dire qu'avec la robotique, avec le développement de toutes les formes de robotique, eh bien, on passera d'un mode de prélèvement de nos informations personnelles qui est aujourd'hui explicite et limité. Le fait que c'est quand on ouvre notre ordinateur, quand on utilise notre smartphone, quand on laisse brancher dans la poche, on est géolocalisé, tout ça. Donc on passera d'un mode de capture de données personnelles qui est explicite et ponctuel à un mode de capture des données qui sera permanent et implicite, hein, puisque ces machines pourront être branchées en permanence dans les appartements. Donc, évidemment, il faudra que ces machines, pour qu'on accepte qu'elles prélèvent autant de nos données, il faudra qu'on soit invité à l'oublier. Pour être invité à l'oublier, il faudra qu'elles soient très sympathiques avec nous. Et c'est là que les chercheurs ont conçu quelque chose qui s'appelle l'empathie artificielle et les émotions artificielles. C'est quoi l'empathie artificielle? C'est une machine qui est capable d'identifier votre émotion, de voir si vous êtes content, si vous êtes en colère, et qui est capable d'en tenir compte. Hein. Donc, empathie artificielle, la machine perçoit
votre émotion, et elle peut être dotée d'émotions artificielles, c'est-à-dire qu'elle est capable de s'adresser à vous en tenant compte de ce qu'elle a compris de vous. Et elle va s'adresser à vous, par exemple, avec une intonation joviale, avec une intonation autoritaire, et ainsi de suite. Et éventuellement, si cette machine est dotée d'un visage d'apparence humaine, eh bien, à ce moment-là, la machine pourra même avoir des mimiques, qui miment les mimiques humaines. Alors, il faut bien comprendre que c'est un enjeu énorme. On a l'impression que c'est de la science-fiction complète, mais c'est un enjeu énorme parce que la recherche et développement en robotique est très, très coûteuse. Et un robot sera d'autant mieux acceptées, notamment par des personnes âgées, qu'elles auront probablement la possibilité de communiquer avec lui en utilisant leur interface ordinaire, c'est-à-dire parler avec certaines intonations, le regarder dans les yeux et voir les réponses qu'il peut faire avec ses intonations à lui et les mimiques qu'il peut avoir. Éventuellement, évidemment, intonation et mimique programmées par le programmeur. Alors on voit à partir de là que on a deux définitions très différentes des robots qui arrivent selon qu'on adopte le point de vue des fabricants de robots ou selon qu'on adopte le point de vue des usagers de robots. Si on adopte le point de vue des fabricants de robots, ben vous connaissez l'histoire. Il y a trois types de robots. Il y a les robots qui peuvent remplacer l'homme. Les robots, on en a parlé, Toyota, voilà, les robots qui fabriquent des carrosseries de voitures, qui les peignent, les robots qui sont appelés à faire les travaux les plus bêtes, les plus salissants, les plus ingrats, voilà, les plus dangereux. Donc des robots qui remplacent l'homme dans les industries automobiles, mais aussi votre robot aspirateur, voilà, qui remplace votre femme de ménage pour passer l'aspirateur. Donc des robots qui remplacent l'homme, des robots qui peuvent augmenter l'homme. Alors ça peut être les exosquelettes qui augmentent les capacités motrices, très très précieux pour toutes les personnes s'occupant de personnes âgées, mais ça peut être aussi les nanorobots, dont il est prévu qu'on puisse s'en faire passer quelques-uns dans le cerveau par la circulation sanguine pour accroître nos capacités. Et puis après les robots qui remplacent l'homme, les robots qui augmentent l'homme, il y a les robots qui collaborent avec l'homme, les cobots, c'est sans doute ceux dont vous êtes le plus familier, mais il faut savoir que si les cobots sont appelés à être les robots les plus présents dans les entreprises, les robots qui remplacent l'homme et les robots qui augmentent l'homme sont aussi amenés à y être aussi de plus en plus présents. Donc du point de vue du roboticien, trois catégories de robots amenés à se recouper éventuellement, et les choses apparaissent à peu près claires. Du point de vue de l'usager du robot, tout est différent. Tout est différent. Alors, je vais vous citer 4 expériences qui le montrent. Première expérience, elle a été menée avec 3 supports de communication pour un humain. Premier support, une intelligence artificielle, vous savez, comme dans le film Her, c'est-à-dire une voix qui parle dans un téléphone, un Siri un peu plus intelligent, voilà. Et donc, simplement une voix. Le deuxième support d'interaction, c'est ce qu'on appelle un robot virtuel, un avatar sur un écran, là aussi doté de la parole, mimique, voilà. Et puis le troisième support d'interaction, c'est un robot d'apparence humanoïde. Alors je dis bien humanoïde, pas androïde, c'est un robot simplement avec 2 bras, 2 jambes, voilà, ou simplement des roulettes, il peut rouler sur le sol, une tête avec 2 gros yeux dessinés, voilà. Et il a été montré que aussitôt que le robot, donc la machine, que l'intelligence artificielle, on peut dire, a une existence physique sous la forme d'une machine, ses conseils sont beaucoup plus suivis. C'est-à-dire qu'une voix qui vous donne des conseils de diététique ou des conseils d'hygiène de vie est médiocrement suivie, une voix associée à l'image d'un visage sur un écran est plus suivie, et les conseils d'un robot même vaguement humanoïde sont beaucoup plus suivis. Donc déjà, vous voyez le pouvoir d'influence formidable de ces machines qui, encore une fois, seront évidemment programmées en fonction d'un certain nombre d'objectifs. L'expérience numéro 2, alors, elle est plus ancienne, elle date des années 1960, et vous en avez peut-être entendu parler, c'est un truc assez célèbre. C'est un chercheur qui s'appelle Weizenbaum qui avait créé un ordinateur. À l'époque, c'était une machine avec laquelle on interagissait en tapant un texte sur un écran, et puis on regardait la réponse on tapait un texte sur un clavier, puis on regardait la réponse écrite sur un écran. Et il a conçu une machine qui fonctionnait comme un thérapeute rogérien, un psychothérapeute rogérien. Alors pour ceux parmi vous qui ne savent pas ce que c'est, un psychothérapeute rogérien, c'est un monsieur qui est attentif, qui est empathique. Le mot empathie a souvent été associé à la thérapie rogérienne, et Laurent en a parlé ce matin, de l'empathie. Et donc ce thérapeute rogérien, qu'est-ce qu'il fait lorsque c'est un être humain? Il reformule certaines questions, parfois de son patient, voilà, pour le faire parler un peu plus. Et puis des fois, il dit « je vous comprends ». Et puis des fois, il peut dire des choses beaucoup plus intelligentes, mais en tout cas, il y a cette partie reformulation et cette
cette partie, je vous comprends. Et donc la machine fabriquée par Weizenbaum, qui s'appelait ELISA, était centrée sur la reformulation et sur la phrase « je vous comprends ». Quand la machine ne trouvait rien à formuler, elle disait « je vous comprends ». Eh bien, Weizenbaum a été effaré, c'était dans les années 1960, de voir que la plupart des gens qui essayaient la machine en devenaient totalement accros et qu'il faisait à la machine des confidences qu'ils ne faisaient absolument à personne et qu'ils arrivaient même à imaginer que la machine les avait parfaitement compris à travers la réponse que la machine leur donnait. Weizenbaum avait beau expliquer aux utilisateurs de la machine, non, vous savez, c'est un programme très simple, je vous explique le programme, c'est des étudiants qui expérimentaient la machine. Beaucoup d'étudiants ne pouvaient pas s'empêcher de penser que la machine les avait compris pour de vrai. Et ça a fait dire à Weizenbaum cette chose qui doit tous nous faire réfléchir autour des robots. Weizenbaum a dit, c'est quand même incroyable qu'une machine aussi simple et aussi bête puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux. C'est étonnant qu'une machine aussi simple, aussi bête, puisse procurer de tels délires chez des gens normaux. Et il faut bien comprendre que si une machine comme ELISA était capable de procurer ça chez des étudiants pourtant avertis de la programmation de la machine, eh bien combien nos robots vont pouvoir susciter des fantasmes encore bien plus importants. Alors la troisième situation que je voulais vous rapporter, c'est, vous en avez peut-être entendu parler, ça a été beaucoup médiatisé à un moment, c'est les inquiétudes de l'armée américaine. L'armée américaine a équipé les soldats des mineurs de robots paquebots. Les robots paquebots, c'est des petites caisses montées sur chenilles avec un bras articulé, une caméra. Et l'armée américaine s'est affolée de voir que certains soldats, pas tous, mais certains soldats en charge des robots paquebots s'attachaient à leurs machines comme à un être humain, comme à un animal, et même dans le rapport de l'armée américaine, comme à un être humain. Et alors, ils se sont d'abord dit, c'est peut-être qu'ils ont une mauvaise compréhension de la machine. Donc, vous savez, ils ont fait démonter, remonter la machine, faire de la programmation aux soldats, et puis ils se sont aperçus que ça ne changeait rien. Et il y avait certains soldats qui se déprimaient grave quand leur machine était endommagée. Il y en avait qui présentaient des troubles psychosomatiques, du genre douleur dans la jambe quand la machine était endommagée d'une chenille d'un certain côté, de la jambe du même côté. Et puis même que certains soldats pouvaient être amenés à risquer leur vie pour sauver de la destruction des machines qui sont fabriquées en série aux États-Unis et dont le coût est évidemment sans comparaison possible avec le coût d'un soldat américain. Donc, inquiétude des soldats américains, de l'état-major américain, sur la manière dont des humains, pourtant bien avertis, peuvent s'attacher à leur machine comme à un humain. Et il y a une anecdote même qui est encore plus drôle que ça, c'est Max Tilden qui la raconte. Max Tilden est un ingénieur qui a fabriqué pour l'armée américaine d'autres modèles de robots démineurs qui se présentent sous la forme de phasmes. Vous savez, donc un bâton avec 8 pattes, et puis ce bâton à 8 pattes se déplace sur un champ de mine, et chaque fois qu'une patte touche une mine, la patte évidemment explose, et le robot continue avec 7 pattes, puis avec 6, etc. Et Max Tilden raconte que quand il a fait la démonstration à l'armée américaine, il y aurait un colonel qui, lorsque le robot phasme se traînait sur une dernière patte pour se la faire exploser, puis c'est pour ça qu'il était programmé, eh bien, le colonel aurait dit « Arrêtez, c'est inhumain ». Voilà. Et donc, je laisse à Max Tilden la responsabilité de cette anecdote, mais toujours est-il que la question d'interagir avec des machines et de risquer sa vie pour elles, tout en sachant que ce sont des machines, c'est un vrai problème. Et déjà, Weizenbaum l'avait donné à ce comportement un nom. Il appelait ça la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'avec un robot, nous avons beau savoir que c'est une machine, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'elle puisse nous comprendre et avoir des émotions comme nous. On va en reparler. Dernier exemple, vous devez le connaître, sinon vous tapez sur Internet, vous le trouverez tout de suite, c'est l'exemple du robot Atlas. Le robot Atlas... qui d'après la version officielle de Google, donc cette vidéo d'après la version officielle de Google aurait motivé la vente de la firme qu'il fabrique à SoftBank Japon. Alors que représente cette vidéo? Un robot d'apparence humanoïde, c'est-à-dire qu'il a 2 jambes, il a un tronc, il a 2 bras, il n'a pas vraiment de tête, il a un bloc protégé par une espèce de grille devant. Et donc d'abord
d'abord, on voit ce robot marcher dans la neige. Alors, vous savez qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet. Donc, quand vous regarderez la vidéo, gardez bien ça à l'esprit parce que vous verrez qu'on a l'impression que ce robot fait des kilomètres dans la neige. On le voit marcher de loin et puis incroyable. Hein, dans la neige, vous savez, des fois, il y a des trous, on ne les voit pas. Donc, tout d'un coup, sa jambe, il faut bien l'appeler comme ça, son membre inférieur plonge dans la neige, il garde son équilibre. On change de plan. Peut-être qu'il s'est cassé la figure. Hein. On change de plan, on a l'impression qu'il continue. On rechange de plan, toujours aussi formidable. Si ça se trouve, il s'est cassé la figure 50 fois avant qu'on arrive à faire la vidéo. Mais dans la vidéo, en tout cas, on le voit marcher remarquablement bien. Et puis ensuite, on voit la même machine dans un entrepôt en train de déplacer des caisses. Et là, on voit un chercheur qui l'embête, qui fait tomber la caisse de ses mains. Donc le robot la reprend, voilà, très servile, hein, bonne machine. Et puis après, on voit le chercheur déséquilibrer le robot en le poussant en avant, en appuyant sur sa poitrine, il faut bien l'appeler comme ça, et le robot retrouve son équilibre. Alors, on est tous émerveillés, hein. Tout le monde dit « Oh !» on fait des hauts et des ah devant Internet. Et puis après, le chercheur bouscule le robot en le poussant par derrière, le robot tombe, le robot se relève. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, beaucoup d'internautes ont mis des billets sur Internet pour dire « Arrêtez d'emmerder les robots ». Et certains ont même dit « Quel dommage qu'ils ne fichent pas un bon coup de poing à cet examinateur qui l'empêche de faire son travail ». Et il y a eu tellement de réactions d'internautes qui ont pris fait et cause pour le robot, comme si le robot pouvait souffrir d'être humilié, que, raconte Google, c'est pour cette raison-là qu'ils auraient revendu l'entreprise qu'ils fabriquaient, Boston Robotics. Boston Robotics, qui travaillait d'abord pour l'armée. L'armée, découvrant que c'était un investissement à trop long terme de faire un robot militaire, du moins ce modèle-là, a revendu, Google l'a acheté, à une époque où Google a acheté 8 entreprises de robotique en une année, c'était en 2015, si je me souviens bien, et donc là, Boston Robotics, revendu à SoftBank, qui rêve, comme vous savez peut-être, de devenir le maître du monde. C'est SoftBank qui commercialise le robot Pepper au Japon, avec l'idée d'en vendre un par famille. Robot Pepper, qui est un espion parfait de tous les faits et gestes des familles dans lesquelles il est installé. Donc, vous voyez, quatrième exemple qui montre que les internautes, hein, qui pourtant sont familiers des vidéos de robotique, peuvent pourtant tout d'un coup avoir des réactions complètement émotionnelles, hein, par rapport à ces machines. Alors, comment comprendre ça? Il faut comprendre que l'être humain est conçu de telle manière qu'il organise toutes ses relations avec son environnement sur le mode de la projection. Nous n'arrêtons pas de projeter sur le monde animé, le monde inanimé, nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Pendant très longtemps, à l'époque de Piaget, hein, le psychologue Piaget, puis à l'époque de Freud, on pensait que c'était propre à l'enfant. Et puis qu'après, l'adulte renonçait à ces projections qu'on appelait animistes. On sait aujourd'hui que l'être humain, à tout âge, continue à interagir avec son environnement avec ces projections anthropomorphes. Nous n'arrêtons jamais de projeter nos émotions, nos pensées, nos sentiments. Alors, exemple simple, hein, vous voulez démarrer, vous avez un rendez-vous important, vous voulez démarrer votre voiture, elle ne démarre pas, probablement vous serez nombreux à dire peut-être un juron, ou peut-être pas de juron, puis après, quand même, tu ne vas pas me faire ça aujourd'hui. On ne peut pas s'en empêcher. Dès qu'on voit un chat qui a l'air content, on dit qu'il est content. En français, je pense aussi, pour vous qui êtes francophone, vous savez, cet arbre qui pousse au bord des rivières, dont les branches tombent dans l'eau, on l'appelle un saule pleureur. Il n'a jamais pleuré, le saule, hein, voilà, mais on l'appelle un saule pleureur. Et puis vous savez que le design industriel, hein, utilise beaucoup ces projections anthropomorphes. La petite voiture Twingo qui a un regard tellement sympathique et tellement enfantin. Beaucoup de design de meubles, notamment italiens, notamment Ettore Sottsass, hein, beaucoup de design de meubles qui jouent sur l'anthropomorphisme. Donc l'être humain n'arrête pas de projeter ses émotions, ses pensées sur l'environnement, et puis à attendre une réponse qui ne vient pas. Et comme la réponse ne vient pas, on en déduit que c'est le monde inanimé. Mais si une pierre se met à vous parler, vous serez certainement amené à la considérer autrement que relevant du monde inanimé. Alors c'est exactement ce qui se passe avec le robot, puisque les robots sont capables de se soucier de nous. Il faut bien comprendre que très bientôt, quand vous aurez un robot, il ne pourra pas faire grand-chose si vous ne vous occupez pas de lui, si vous ne l'éduquez pas, il faudra éduquer le robot. Et puis, non seulement il vous invitera à vous occuper de lui, mais il vous proposera de s'occuper de vous. Or, comment définir une chose qui vous demande de vous occuper d'elle et qui vous propose de s'occuper de vous? Cette chose, c'est un humain.
L'être humain n'a jamais rien connu d'autre dans la vie que des humains capables de lui proposer de s'occuper d'eux et de lui proposer qu'il s'occupe de lui ou d'elle. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une illusion de réciprocité qui va être extrêmement forte avec le développement de la robotique, qui va poser évidemment pas mal de problèmes, parce que du coup, beaucoup de gens vont être invités à prendre, on pourrait dire des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire ces machines pour des machines très supérieures dans leurs possibilités, à leurs possibilités réelles. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les possibilités des robots vont être encore longtemps limitées. Oui, oui, mais la manière dont les usagers des robots vont créditer les robots de beaucoup plus de capacités qu'ils n'en ont, ça, c'est déjà maintenant. Il faut bien comprendre les capacités réelles des robots et la pente normale de l'être humain à prêter au robot des capacités qu'il n'a pas. Je ne sais pas si vous avez vu le film Heure, pourtant qui n'est qu'une intelligence artificielle, qui parle dans un logiciel, qui parle à travers l'équivalent d'un téléphone mobile. Le héros ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle aurait des sentiments pour lui. Il y a une belle scène à la fin parce que l'intelligence artificielle lui avoue qu'elle entretient une relation avec 600 usagers. Alors, le héros a l'impression tout d'un coup qu'il a 600 concurrents, 599, que l'intelligence artificielle le trompe avec 599 bonhommes. Non, elle fait son travail d'intelligence artificielle, mais il ne peut pas s'en empêcher. C'est ça qui est bien dans le film. Alors, ceci dit, pour ceux qui ont vu le film, pour ceux qui le verront, voyez-le. C'est un très bon film parce que cette intelligence artificielle, comme dans Heure, elle est promise par les informaticiens pendant 5 ans. 5 ans, c'est un mouchoir de poche. Et elle est extrêmement subtile. Vous verrez, elle est très subtile. Le héros fait dépasser son téléphone de sa poche, là, de chemise, et elle filme tout, et elle commande tout, et elle interagit. Vous savez, déjà des logiciels qui permettent au téléphone mobile de repérer les objets, et d'enregistrer les conversations, de repérer les mots-clés d'une conversation, savoir si les deux personnes parlent d'amour, ou s'ils sont en colère l'un contre l'autre. Et donc, cette intelligence artificielle, elle commente tout, le héros des écouteurs sur les oreilles, elle commente l'environnement, elle interagit, elle demande son avis, voilà. Donc ça nous est promis pendant 5 ans. Et le héros, donc, ne peut pas s'empêcher de penser que cette machine aurait des vrais sentiments pour lui. Alors imaginez bien plus un robot ayant une présence physique, puisque, comme je disais tout à l'heure, les robots ayant une présence physique créent cette illusion de manière encore bien plus importante. Voilà, donc quel danger à partir de là? Il faut les anticiper, certains législateurs y travaillent, des roboticiens y travaillent, des éducateurs y travaillent, mais bon, c'est bien que vous en soyez informés, parce que ces dangers, les dangers que je vous évoquais, ne sont pas seulement liés à la nature de l'être humain, ils sont liés aussi aux encouragements que peuvent faire des gens pas forcément bien intentionnés pour nous tromper. Alors, premier problème, court le risque d'oublier qu'il y a des programmeurs derrière les robots et que les robots sont connectés au serveur central. Constamment répéter que les robots sont nos meilleurs amis, c'est bien, c'est vrai, c'est nos meilleurs amis, mais ils vont devenir ils sont en même temps nos pires mouchards. Dans des hôtels au Japon où des robots ont été installés, vous savez qu'il y a quelques hôtels à Tokyo où tous les services sont effectués par des robots, sauf refaire les lits, parce que c'est encore trop compliqué pour un robot, et surtout trop coûteux de mettre au point un robot pour ça. Et donc les gens qui font les lits, de toute façon, ne sont pas vus par les usagers de l'hôtel, par les clients de l'hôtel, mais tous les autres services sont rendus par des robots. Et notamment, dans chaque chambre, il y a un petit robot avec lequel les gens sont invités à jouer, à interagir, à s'amuser, c'est normal, avant d'aller se coucher. Et il paraît-il, il y a une petite inscription disant que pour des raisons de sécurité, tout ce que le robot filme et enregistre est transmis à un PC de sécurité. Et il a été montré que chacun mène sa vie en laissant le petit robot allumé, et chacun va prendre sa douche, va se mettre son pyjama, va se coucher, va faire ce qu'il a à faire, et que en pratique les gens n'arrêtent pas les machines, parce que ces machines font partie du paysage, donc ces machines continuent à fonctionner en permanence. Donc l'idée d'oublier que les machines sont reliées à des serveurs centrales et donc à leurs fabricants, et qu'elles piègent nos données en permanence, cette idée, vous voyez, n'est pas qu'une idée qui est induite par le fonctionnement normal de l'homme qui va être face à une machine, de croire que la machine est comme lui, donc d'oublier qu'elle est connectée. C'est aussi lié aux publicités qui sont faites et à la façon dont nous sommes constamment invités à oublier que ces machines transmettent nos données personnelles. Alors il faut essayer d'espérer que tout le travail qui est fait aujourd'hui pour nous faire prendre conscience du fait que nos données personnelles
à travers les outils numériques, sont transmis à des gens pas forcément bien intentionnés à notre égard, ça va évidemment bien nous préparer à mesurer ce risque avec les robots, parce que le risque d'oublier avec les robots sera encore bien plus grand. Alors le deuxième danger, c'est d'oublier que les robots ne souffrent pas, n'ont pas d'émotion, mais là aussi, les publicistes aujourd'hui jouent sur cette fibre affective, puisque le patron de SoftBank, quand il a présenté le robot Pepper à la presse, il a dit, pour la première fois, nous vous présentons un robot qui a du cœur, un robot qui a du cœur. Et si vous tapez sur Internet Pepper, un PE de PER, Pepper Japon publicité, vous verrez une publicité qui est diffusée énormément au Japon, qui montre le robot Pepper comme un vrai partenaire affectif, un partenaire extraordinairement empathique, alors que le robot Pepper n'a que deux gros yeux peints sur son équivalent de visage. Mais même il a été montré que quelqu'un qui interagit avec un robot, même si c'est des yeux peints sur le visage, passe autant de temps à regarder ses yeux peints qu'il n'en passe à regarder les yeux d'un humain quand il interagit avec un humain. Et d'ailleurs, il a été montré aussi par IRM cérébral que les régions cérébrales concernées par le fait d'interagir avec un robot sont les mêmes que celles qui sont concernées par le fait d'interagir avec un humain. Ça veut dire que la confusion est vraiment inscrite dans notre ADN. Voilà. Dès qu'on a affaire à une machine d'apparence humaine, on ne peut pas s'empêcher de s'adresser à elle comme si elle était humaine. Alors que vous pourriez vous adresser à un robot en regardant ses pieds, ils expriment rien de plus, rien de moins que les deux yeux qui lui sont peints sur le visage, mais encore une fois, on ne peut pas s'en empêcher. On est habitué à fixer les yeux de nos interlocuteurs humains ou animaux pour essayer de deviner leurs intentions. On fixe les yeux peints des robots de la même manière, même si on sait qu'il n'y a pas d'intention, mais dissonance cognitive. Voilà. Alors le troisième danger, c'est le risque de finir par préférer pour certains d'entre nous des robots toujours prévisibles à des humains imprévisibles, puisque les machines vont toujours faire les choses comme on les attend d'elles. Et cette proximité des humains et des machines, là aussi, est quelque chose qui peut être encouragé ou dissuadé. Je me souviens avoir vu une vidéo dans une usine japonaise, et c'est une usine de cobots. Donc très bien, chaque employé, des femmes, travaille avec un robot. Donc il y a, comme là, chez vous, il y a une rangée humaine, une rangée humaine, une rangée humaine, mais dans l'entreprise, il y a une rangée d'humains, une rangée de cobots, une rangée d'humains, une rangée de cobots. Et donc au Japon, avant de commencer la journée, il y a un exercice, chacun fait un petit, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure d'exercice, et on voit donc sur cette vidéo tous les employés dans leur rangée lever les bras, baisser les bras, écarter les bras, voilà, faire des exercices, et toutes les rangées de cobots font les mêmes exercices. La confusion est fabriquée totalement, c'est-à-dire que les usagers et les employés de l'usine sont invités à considérer de la même façon dans ces exercices de gymnastique les robots et les humains. Évidemment, les robots font beaucoup mieux la gymnastique que les humains. Vous imaginez, il y a des humains qui ne la font pas très bien dans la vidéo, mais les robots, c'est tous parfait. Voilà. Donc les robots, de toute façon, encore une fois, recherche et développement extrêmement coûteux, donc nécessité d'en vendre beaucoup, et pour en vendre beaucoup, nécessité de faire des robots qui soient des compagnons agréables. Vous n'avez pas envie d'un robot qui vous dise, je sais pas moi, tu es toujours de mauvais caractère, voilà, il faut travailler un peu plus plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Voilà, vous n'avez pas envie d'un robot qui vous rabroue, vous avez envie d'un robot qui vous fasse des compliments. Et les fabricants l'ont très bien compris, puisqu'il y a déjà des robots de compagnie qui sont introduits aux Pays-Bas. J'ai vu aussi une vidéo sur Internet. Je crois qu'elle a été supprimée d'ailleurs depuis. Je l'avais vue dans un colloque scientifique. Elle a été un peu sur Internet. Je crois qu'elle n'y est plus. Et on voit des robots introduits chez des personnes âgées, des robots de compagnie. Donc c'est des robots de la taille du Nao. C'est à peu près 80 cm. C'est pas des robots, des Nao de chez Aldébaran. C'est une autre marque. Et donc ces robots qui ont l'apparence de petites filles sont assis, donc parce qu'ils n'ont pas de motricité, ils sont assis. Mais dès qu'ils sont introduits chez la personne âgée, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Oh, comme c'est beau chez vous. Oh, et comme vous êtes bien habillé. Mais vous avez du goût, c'est formidable. » Et puis alors, comme le robot est lié à Internet, mais il a tout fait de voir si la personne, quand elle était plus jeune, a fait de la photo, si elle a chanté, voilà. « Ah, mais vous chantiez quand vous étiez plus jeune. Oh, est-ce que vous voulez bien chanter quelque chose pour moi? » C'est parfait, voilà. Et j'imagine le jour où une personne âgée recevant ses enfants leur servirait de la tarte et les enfants diraient elle est un peu dure, et la dame dirait « mais mon robot m'a dit qu'elle était très réussie ».
vie. Voilà, parce que les robots seront faits pour faire plaisir aux gens, pour que le bouche à oreille fasse qu'ils soient beaucoup achetés. Donc il y a tout un marché aujourd'hui de la robotique de compagnie destinée à caresser les usagers dans le sens du poil, qui risque de rendre à certains les robots plus agréables que les humains. C'est ce qu'on appelle déjà la robodépendance, dont certains informaticiens sont très conscients d'ailleurs, puisque je disais à un informaticien, chez Aldébaran, mais est-ce que la robodépendance, il me disait oui, il me disait j'y réfléchis, et il me disait j'ai une idée. Il me disait quand un usager aura utilisé mon robot pendant par exemple 4 heures, le robot lui dira écoute, on s'est bien occupés ensemble tous les deux, tu as passé 4 heures avec moi, mais maintenant je vais me mettre en veille et ça serait bien que tu ailles faire autre chose sans moi. Alors j'ai dit à l'informaticien, c'est une idée formidable, mais qu'en pensent les commerciaux? Il m'a dit, ils ne veulent pas. Ah, donc on en est là. C'est-à-dire, vous voyez, tout n'est pas lié aux décisions des roboticiens, qui souvent sont très conscients, mais il y a des problèmes commerciaux derrière qui sont colossaux. Et encore une fois, recherche et développement tellement coûteux qu'il vous faut des robots gratifiants. Donc risque de robodépendance, préférer des robots humains chez certaines personnes, risque de demander à des humains d'avoir les mêmes qualités que les robots, être ponctuel, être toujours poli, être toujours gentil, possible, hein. Et puis à la limite rentrer dans une société dans laquelle ce qui serait attendu de chacun, c'est de se conformer à ce qui est attendu de lui. On a déjà un peu ça, hein, mais l'avoir encore plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, il va falloir choisir, c'est-à-dire qu'avec des robots qui vont correspondre en tout point à nos attentes, on a 2 possibilités. Soit on va trouver que vraiment ça rendrait la vie plus simple si on était toujours comme les autres attendent que nous soyons, se conformer aux attentes d'autrui, comme les robots se conforment aux attentes d'autrui, ou alors s'autoriser de plus en plus d'excentricité, de plus en plus d'imprévisibilité, justement parce que pour ceux qui veulent du prévisible, vous avez les robots. Donc moi, quand vous m'appelez, ne vous attendez pas à ce que je sois prévisible, je ne suis pas un robot. Donc vous voyez, on peut penser que l'avenir va se jouer entre ces 2 directions. Ça veut dire que rien n'est joué, mais ça va dépendre aussi de chacun, certains s'engageant sur un côté et d'autres s'engageant sur un autre côté. Évidemment, j'espère que les gens vont avoir à cœur de s'originaliser encore plus, hein, de s'affirmer encore plus dans leur originalité, leur irréductibilité, leur subjectivité extrême, à partir du moment où des machines seront copie conformes de ce que chaque utilisateur en attend. Voilà, donc à partir de là, il y a beaucoup de mesures législatives, des mesures de technologie robotique, des mesures éducatives qui sont importantes à mettre en place. Mais comme vous m'avez écouté avec beaucoup de sagesse et de patience, je vais vous remercier, puis je vais vous donner maintenant la parole pour vous poser vos questions. Merci beaucoup Serge Tisserand, vous nous avez fait voyager. Je me tourne vers vous. Nous avons quelques minutes pour des questions à Monsieur Tisserand. Oui. Bonjour, Lionel Rouge, AGFI. D'après vous, les 3 lois de la robotique d'Asimov qui ont 70 ans, est-ce qu'elles ont encore une valeur ou est-ce qu'elles sont complètement dépassées ? Alors, pour ceux qui ont oublié les lois d'Asimov, donc il faut les rappeler, hein, un robot ne peut pas nuire à la vie d'un être humain. Un robot doit toujours obéir à un être humain pourvu que ça ne contredise pas la loi présente. Et un robot ne peut pas nuire à sa propre existence. Et puis Asimov a rajouté une 4e loi qu'il appelait la loi 0, je crois, qu'aucun robot ne peut contribuer à faire quelque chose qui nuise à l'espèce humaine dans sa globalité. Alors, moi, je n'avais pas d'avis sur les lois d'Asimov. La première, évidemment, qu'un robot ne nuise pas à l'humain, c'est formidable. Enfin, il faut savoir qu'il y a déjà des robots qui ont l'autonomie de tir. Hein. On parle parfois comme si c'était une décision à prendre ou à ne pas prendre, mais il y a déjà des robots qui ont l'autonomie de feu, des robots militaires qui ont l'autonomie de feu. Et donc la loi d'Asimov ne s'applique pas. Mais un roboticien a attiré mon attention sur le fait que la 2e et la 3e loi étaient irréalisables. Et il m'a expliqué ça de façon très simple. Je vous le livre comme il me l'a dit. Il m'a dit, voilà, imagine un robot et quelqu'un lui dit, tu vas suivre mon doigt avec tes yeux, mais en gardant toujours les pieds sur le sol. Donc ça veut dire obéir à l'humain. Et il m'a dit, aucun robot ne va s'autodétruire pour respecter un ordre idiot comme ça. Donc ça veut dire que la 2e et la 3e loi d'Asimov ne fonctionnent pas.
Alors il y a beaucoup de débats aujourd'hui pour créer une nouvelle loi d'Asimov. Le problème, c'est que les règles peuvent être très différentes d'un pays à un autre. Hein. Il y a beaucoup de travaux pour essayer d'implémenter des règles morales chez les robots. Alors il y a des choses assez simples à faire, hein. C'est-à-dire qu'il y a des règles morales simples. Si un enfant joue au ballon avec un robot et qui dit au robot envoie le ballon dans les vitres là à côté, bon, il faut que le robot soit programmé pour être capable de ne pas envoyer le ballon dans les vitres à côté. Donc ça, dans tous les pays, c'est à peu près que m'étonnerait qu'il y ait des pays qui soient contre ça. Donc il y a des règles qui sont communes. Mais à partir de là, il y a beaucoup de variabilité d'un pays à un autre et c'est pas demain la veille qu'il y aura des règles morales implémentées chez les robots. Certains ont dit que les lois d'Asimov, d'ailleurs, n'avaient pas été du tout inventées pour réglementer les robots, mais pour permettre de créer des situations à fort potentiel dramatique. Merci de votre question. Oui, monsieur. J'ai appris hier qu'il y avait des communautés de poissons qui étaient capables d'enlever l'appât sur l'hameçon. Et donc, quand ces poissons étaient dans les parages des pêcheurs renonçaient à pêcher, à lancer leur ligne, les communautés d'animaux sont capables d'apprendre. Y a-t-il moyen d'apprendre des comportements différents, c'est-à-dire de déprogrammer l'humain par rapport à ces robots? Déprogrammer l'humain. Par rapport à ces comportements que vous avez... Oui, alors il faut espérer que les enfants qui apprennent à démonter des robots, à les programmer, hein, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Il ne faut pas faire du codage. Le codage, comme je crois que ça a été dit, le seul intérêt, c'est d'apprendre comment les machines fonctionnent. Mais en revanche, il faut démonter, remonter des robots, les coder et joindre l'activité centrée sur la robotique à l'activité centrée sur la programmation. Alors oui, je pense qu'on peut mettre l'humain en garde, mais il faut bien comprendre que depuis que l'humain existe, il s'est habitué à interagir de façon empathique avec les créatures semblables à lui. Donc les robots étant les premières créatures à apparaître dans notre monde familier, avec une apparence évoquant l'humain, ça va être très long, ça va être extrêmement long de nous je ne sais pas comment appeler, de nous reprogrammer. Et c'est pour ça d'ailleurs que les militaires américains pensent que les robots aidant les soldats devraient être des robots ayant non pas une apparence humaine, mais une apparence d'insecte. Pas du tout pour faire peur à l'ennemi, hein, parce que l'ennemi, qu'un robot ressemble à un insecte ou à un humain, pour lui c'est une cible à abattre, mais pour éviter que les soldats, utilisant ces machines, s'attachent trop à elles, parce que les insectes dans notre culture sont un peu répulsifs. Voilà. Et on voit d'ailleurs dans Star Wars certaines créatures à allure insectoïde sont en effet, voilà, on peut les avoir comme compagnons de combat, mais on voit bien qu'il n'y a pas trop d'attachement qui s'effectue par rapport à elles. Donc voilà où en est l'armée américaine. Donc utiliser des stratégies, des subterfuges comme ça. Mais ceci dit, vous savez, les robots aspirateurs Roomba aujourd'hui, hein, c'est un disque. Et ben il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher de penser que ces machines ont des intentions. Hein. Mon Roomba. Non, mais d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que on est aussi beaucoup piégé par le langage. Faites l'expérience. Si vous avez un Roomba, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous allez chez des amis qui en ont un. Et puis vous lui dites, voilà, j'étais à une conférence, on m'a demandé de regarder fonctionner un Roomba. Donc mets-le en route, votre Roomba, dont vous voyez le Roomba fonctionner. Et puis vous vous efforcez après de décrire ce que vous avez vu. Et vous verrez, vous n'allez pas dire la machine a tourné sur elle-même de 50 degrés, ensuite elle est partie vers la droite, ensuite elle est revenue en arrière. Vous allez dire la machine a semblé hésiter, et puis finalement elle s'est dirigée là où probablement il y avait de la poussière, et puis quand elle a fini son travail, elle en a cherché ailleurs. Voilà. Donc l'être humain n'a pas de langage pour désigner les comportements d'une machine qui semble doté d'intention. L'être humain a une seule forme de langage, qui est un langage qui décrit les intentions. Action, émotion, intention. Et il est impossible de parler du fonctionnement autonome d'une machine sans injecter dans la manière dont on en parle des émotions. Donc il faudrait à la limite créer une manière de parler plus neutre pour parler des machines. En français d'ailleurs, il y a il ou elle, un masculin, féminin. Il n'y a pas de neutre pour parler des machines.
peut-être ça serait bien de créer un nouveau genre, le neutre, en français, pour parler des machines. Peut-être ça serait une bonne manière aussi d'aborder cette question. D'autres cultures ont le neutre, tant mieux pour elles, par rapport aux machines. Une dernière question. Alors, mon cher, je vous félicite parce que demain, dans Le Monde, il y a un article de vous sur les images, notamment dans les rapports hommes-femmes et l'affaire Weinstein. Enfin, c'est pas tout à fait numérique. Attendez, on va attendre que le micro vienne vers vous, puisqu'on n'entend pas à l'arrière de la salle. Il arrive. Oui, donc je vous disais que demain, pour les lecteurs assidus du Monde, il y a un article de vous sur les rapports hommes-femmes et l'image qui est colportée par les hommes sur les femmes et réciproquement après l'affaire Weinstein. Mais ce n'est pas du numérique. Dans le côté du numérique, vous avez dit, bon, finalement, il y aura une dichotomie entre les comportements prévisibles, plutôt robotiques, et les comportements imprévisibles que l'on espère réserver à l'espèce humaine. Mais il y a un autre phénomène dans l'autre sens qui va condamner les comportements imprévisibles, c'est que le numérique et Facebook en particulier vont conserver la trace éternellement de ces comportements imprévisibles. Et il y a certains psychologues, psychanalystes qui disent qu'on assiste actuellement à un social cooling, c'est-à-dire que les gens ont du mal à exprimer leurs vrais sentiments, leurs vraies réactions, parce que ce sera conservé éternellement et ça sera à leur débit un jour. Donc on assiste à une sorte de conservatisme des propos et une prévisibilité accrue des comportements humains. Donc votre voix sur l'imprévisibilité n'est-elle pas condamnée par le numérique ? Oui, alors votre inquiétude est d'autant plus grande que Facebook lance une grande campagne pour inviter les employés à évoquer leur intimité dans leur environnement professionnel. Facebook veut se doter d'un râteau encore plus large pour ratisser nos données personnelles, inviter les gens à parler de leur intimité dans leur milieu professionnel, c'est aussi les inviter à continuer à interagir encore plus sur leur intimité en dehors de leur milieu professionnel, donc c'est augmenter la quantité de nos données. Donc vous avez raison. Et donc c'est vrai, vous avez raison, le risque de se brider parce que tout risque de se retrouver sur Internet. Oui, alors c'est pour ça que le droit à l'oubli, qui n'est pas un droit à l'oubli, c'est un droit au déréférencement, ce qui est tout à fait différent. Le droit au déréférencement est un droit aussi important. Alors, peut-être aussi, on peut espérer que chacun finisse par accepter l'idée, moi c'est là où je vois le seul échappatoire possible, c'est que chacun accepte l'idée qu'il n'est dans sa réalité que là où il se trouve à l'instant T0. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur moi, sur Internet, ça concerne quelqu'un d'autre qui a une existence sur Internet. Certaines choses sans importance pour moi qui sont sur Internet peuvent être beaucoup consultées. C'est mon personnage public dans lequel je ne me reconnais pas. Et puis j'ai d'autres personnages publics sur Internet. J'ai des gens qui font de moi des caricatures noires, d'autres qui me tressent des couronnes. Donc j'ai de multiples héros, de multiples figures sur Internet. Mais je ne suis moi que là où je suis physiquement, concrètement, à un moment donné. Et je pense qu'il faudra tous renoncer à accorder quelque importance que ce soit à ce qu'il y a sur nous sur Internet. Et ce que sont amenés à faire les stars, d'ailleurs, il y a une époque où on me demandait, mais la princesse Diana, comment elle fait pour vivre avec toutes les photos d'elle qui sont dans les médias. À l'époque, on n'avait pas encore Internet, je répondais, mais elle ne s'en soucie pas. Elle ne se soucie que de son existence concrète, là où elle se trouve, au moment où elle s'y trouve. Voilà. Je pense qu'il va falloir penser notre existence sur Internet comme des doubles de nous-mêmes qui ne nous engagent d'aucune façon. C'est pour ça que je dis toujours que si quelqu'un vous dit « j'ai vu que tu es comme ça sur Internet », si vous vous rappelez, vous dites « ah ben oui, c'était à tel moment ». Si vous ne vous rappelez pas, vous dites « vous ne me rappelez pas ». Mais vous pouvez très bien dire aussi « ben tu sais, il y a beaucoup de falsifications sur Internet ». Vous savez, on peut modifier tous. On peut vous faire apparaître alcoolique sur Internet, vous n'avez jamais bu une goutte de vin. On peut vous faire apparaître maussade dans des réunions publiques alors que vous êtes plutôt joyeux. Il y a des gens qui passent leur temps à modifier vos mimiques et vos expressions pour créer de vous des images répulsives sur Internet parce que pour une raison ou pour une autre, ils vous ont pris en grippe, même s'ils vous ont jamais vu. Donc il faut accepter l'idée que ceux qui nous représentent sur Internet ne nous représentent justement pas et que c'est des créatures qui prennent notre effigie pour modèle, mais qui sont comme des marionnettes qu'on agiterait sur un théâtre de marionnettes. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Et donc, par rapport aux images, puisque vous citez un article concernant les relations hommes-femmes, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important, tout ce que vous voyez aujourd'hui en science-fiction
au cinéma, en série télé, sur les robots, vous ment absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a dans aucune série télé, dans aucun film sur la robotique, de robots interconnectés et reliés à un serveur central. Tous les robots sont censés avoir une autonomie. C'est bien simple à comprendre parce qu'un robot relié au serveur central, il n'a pas besoin de parler, puisqu'il reçoit son information via Internet. Mais si les robots ne parlaient pas, il n'y aurait plus de drame. Les robots ont besoin de se retrouver dans certaines séries, dans des garages, dans des souterrains, dans des lieux privés pour interagir avec eux et s'expliquer mutuellement un certain nombre de choses. Si on admet l'idée qu'ils sont tous interconnectés, on ne peut plus faire un film ou une série télé, on montre des visages immobiles et c'est tout. Donc toutes les séries télé, tout le cinéma vous ment totalement sur les robots. Les robots sont et seront de plus en plus interconnectés et ça, le cinéma vous pas prêt vous montrer parce que ça n'est pas cinématographique. Le cinéma vous montre des robots qui sont cinématographiques, donc qui semblent être des humains dotés comme les humains d'une anatomie qui limite leur capacité. Mais les robots n'ont pas une anatomie qui limite leur capacité, puisque leur capacité, c'est Internet. Donc il faut être très très vigilant sur tout. Il faut dire chaque fois que vous voyez un enfant, vous emmenez un enfant voir un film avec un robot, il faut lui dire les robots c'est pas ça. Les robots ils sont interconnectés, ils prennent nos données et tout voilà. Donc ça c'est vraiment important aussi. Les images sur les relations hommes-femmes nous induisent en erreur, mais sur les robots encore plus. Serge Tisserand, nous arrivons au terme de cette journée. J'aimerais vous proposer de simplement conclure sur notre thématique qui est subir ou maîtriser l'accélération digitale. Vous, en tant que psychologue, psychiatre, qu'est-ce que vous conseillez à notre public aujourd'hui? Comment communiquer sur finalement la révolution, la digitalisation qui nous attend? Parce que finalement, nos collaborateurs, nos collègues, nos employés, on doit leur communiquer quelque chose sur cette digitalisation. Quel conseil donneriez-vous? Alors, d'imaginer l'impossible. D'imaginer l'impossible. Et imaginer l'impossible. Faut-il en parler? Comment en parler? Imaginer l'impossible et en parler. C'est-à-dire, bon, vous savez, aujourd'hui, on dit les gens ont beaucoup moins de capacité pour se concentrer sur une tâche. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que les gens sont moins créatifs. Simplement, ils sont créatifs autrement. Aujourd'hui, on est créatif en groupe. La création ne se fait plus. Quelqu'un qui se prend la tête, voilà, pendant qu'il reste chez lui pendant 3 jours. On voit encore des textes dans lesquels, moi, j'avais des études de philo, on me disait, tel chercheur, il a conçu son système philosophique, il est resté 1 semaine enfermé chez lui et puis il l'a trouvé comme ça. Aujourd'hui, mais non, c'est une histoire de ouf. Et donc, non, ce qui est important, oser imaginer l'impossible et tenter de le concevoir en créant un groupe de travail à la fois en présence physique, en IRL et par réseau Internet. Toujours jouer la complémentarité des relations physiques, des relations via Internet, des projets à court terme, des projets à long terme, voilà, des différentes formes de collaboration possibles, l'intelligence visuelle, l'intelligence verbale. Mais je vous assure, c'est là où les robots auront le plus de peine à nous suivre, c'est dans les va-et-vient permanents. Donc c'est dans ces va-et-vient qu'il faut se spécialiser. Serge Tisserand, merci beaucoup. Merci. Merci.